En 2001, un film italien a été diffusé qui illustre bien le thème que je veux présenter. Que vit un psychanalyste lorsqu'il est soudainement confronté à une perte traumatique dans sa vie privée et comment cela affecte-t-il son fonctionnement professionnel? J'aborderai ensuite la question de savoir quelles sont les situations de perte et les désillusions spécifiques auxquelles les psychanalystes sont confrontés au cours de leur carrière. Tout d'abord, parlons du film La stanza del figlio, La chambre du fils, dans lequel le réalisateur Nanni Moretti joue le rôle principal du psychanalyste. Giovanni est un psychanalyste réputé. Avec sa femme Paola, il mène une vie de famille harmonieuse avec 2 enfants adolescents, une fille Irène et le fils Andrea. Giovanni est parvenu à un bon équilibre entre sa vie privée, sa famille et sa carrière. Une petite crise survient dans la famille lorsqu'il est révélé que le fils a volé un fossile à l'université, ce que son père Giovanni a du mal à croire. Giovanni regrette également que son fils ne soit pas assez compétitif sans pour autant être désobligeant à ce sujet, mais il ne peut cacher qu'il est plus fier de la fille aînée qui remporte de belles victoires avec son équipe de basket. Un dimanche matin, Giovanni devait aller faire du jogging avec son fils, mais comme une de ses patientes le sollicite, Giovanni décide d'annuler le rendez-vous avec son fils et de rendre visite à la patiente chez elle, une décision que nous considérions comme un passage à l'acte omineux de l'analyste. Le fils Andrea fait de la plongée, ce qui lui est fatal. L'accident d'Andrea est un événement choquant pour la famille avec des conséquences majeures. La fille est dévastée par la perte, rompt avec son petit ami et n'arrive plus à contrôler son agressivité pendant les matchs de sport. Tous les membres de la famille sont moins disponibles les uns pour les autres en raison de leur souffrance. La famille échoue dans son rôle de contenant pour le psychanalyste. Giovanni n'est plus en mesure d'exercer son métier d'analyste. Avec certains patients, il s'implique trop, éclate en sanglots lorsqu'une patiente exprime sa tristesse à cause du manque d'enfants. Avec un autre patient, il réagit avec colère. La perte entraîne une altération de son rôle professionnel qui est vivement ressenti par certains patients. Un homme schizoïde qui n'était pas vraiment en contact avec ses émotions ressent du chagrin pour la première fois. Un autre patient se place dans le rôle de thérapeute à l'analyste. Un autre encore reste silencieux parce qu'il ne veut pas charger l'analyste de ses émotions. Enfin, il y a le patient qui n'accepte pas que Giovanni ne puisse plus faire face à son travail et qui réagit avec colère. Giovanni ne supporte plus un patient qui fait constamment allusion à la mort de son fils et s'excuse ensuite d'avoir blessé son analyste, symptôme tout à fait typique de certaines personnalités obsessionnelles. Pour résoudre ces problèmes, Giovanni demande conseil à un collègue, mais il ne parvient pas à maintenir la neutralité analytique et ne peut plus offrir une contenance suffisante à ses patients. Giovanni n'est pas en mesure de contenir, de métaboliser ou de symboliser son chagrin de manière adéquate. Il devient incontinent sur le plan émotionnel et ne parvient pas à réfléchir à ce qui se passe en lui. Un tournant se produit lorsqu'une ancienne petite amie du fils décédé demande à rendre visite à la famille et à revisiter la chambre du fils. Elle symbolise les retrouvailles avec le fils. Toute la famille se rend à la frontière française en voiture avec la jeune fille et son nouveau petit ami. Le voyage en voiture est leur façon de maîtriser le traumatisme de la perte. Maintenant qu'ils maîtrisent le départ de la jeune fille,
le psychanalyste et sa famille ne sont plus des victimes passives de la perte qui les a submergés. Les psychanalystes, comme tout le monde, ne sont pas à l'abri de pertes traumatiques telles que la mort d'un enfant ou le départ inattendu d'un partenaire. Apparemment, la psychanalyse n'immunise pas contre la douleur lorsque la réalité fait irruption de manière implacable. Les illusions sont ébranlées comme celles de l'invulnérabilité et de l'immortalité en croyant dans la transmission à la génération suivante. Souvent, les collègues entrent en psychanalyse parce qu'ils espèrent maîtriser les sentiments douloureux et atteindre une position toute puissante par rapport à la perte et à la désillusion, avant de découvrir que grâce à la psychanalyse, les émotions deviennent plus intenses, mais peuvent aussi être contenues ou partagées avec d'autres. Un analyste ne peut pas se débarrasser du chagrin et de la perte, mais doit reconnaître à quel point il est dépendant des autres, sujet à des sentiments passionnés et impuissant face au caractère éphémère de l'existence. Il ne peut pas nier cette vérité universelle. L'illusion de Giovanni de continuer à vivre dans son Fils unique et de devenir ainsi immortel est mise à mal. Le film dépeint les conséquences d'une perte traumatique pour un analyste et ses patients. L'analyste est impliqué dans sa totalité en tant que personne, dans son fonctionnement professionnel, ce qui affectera inévitablement ses patients lorsqu'ils sont confrontés à une perte traumatique. Notre fonctionnement professionnel est en partie influencé par la qualité de nos relations, l'étape de la vie dans laquelle nous nous trouvons et les circonstances de notre vie. Il est illusoire de penser que notre instrument analytique serait une donnée immuable et constante. Notre fonction analytique est une variable qui est influencée par des facteurs tels que le traumatisme, la perte, la passion, le bien-être relationnel, la fonction de soutien de la famille et l'intégration au sein de notre propre société analytique. Comment pouvons-nous survivre émotionnellement lorsque nous-mêmes, en tant qu'analystes, sommes confrontés à la maladie d'un enfant ou d'un membre de la famille proche? Comment cela affecte-t-il notre attitude au travail et notre contre-transfert? Des contacts étroits avec des collègues de sa propre société analytique peuvent apporter un soutien élevé et réduire le sentiment d'isolement. Lorsque l'analyste est lui-même en crise, il lui arrive de se désengager du patient. C'est souvent subtil, il ne le ressent pas consciemment, mais le patient le ressent vivement. Comme dans le film, un thérapeute peut éprouver du ressentiment lorsqu'il doit s'occuper d'une autre personne et qu'il est lui-même en souffrance. Nos patientes sentent inconsciemment comment nous fonctionnons ou dysfonctionnons dans notre profession. Parfois, les rêves du patient mettent en lumière le dysfonctionnement de l'analyste, comme bien décrit par Michel Van Liesbeth et par Antonino Ferro. La réceptivité de l'analyste est souvent plus cruciale que ses interventions verbales. La qualité du fonctionnement psychique de l'analyste est une variable dans le champ analytique et contribuera à déterminer si le patient se développera ou dysfonctionnera. Il est délicat de savoir dans quelle mesure l'analyste peut se dévoiler lorsqu'il est confronté à une souffrance personnelle. Cela dépend en partie de l'organisation de la personnalité du patient. Si le patient est très vulnérable à l'abandon, il est peut-être préférable de dire honnêtement ce qui ne va pas et d'adresser le patient à un collègue. Si nous tombons nous-mêmes gravement malades, nous sommes inévitablement anxieux et préoccupés par notre propre santé physique, ce qui nous rend moins disponibles pour le patient. Mais il est également difficile
d'être honnête avec notre patient lorsque le médecin de l'analyste n'a pas encore finalisé son diagnostic? Pouvons-nous charger nos patients avec notre propre incertitude? Il est important de pouvoir consulter un collègue dans ces circonstances. Certains patients nous posent des questions pointues sur notre fonctionnement et notre disponibilité que nous avons du mal à traiter comme du matériel analytique parce que nous sommes trop préoccupés par notre propre état de santé. Les thérapeutes et les psychanalystes sont inévitablement confrontés à des pertes telles que la retraite, le vieillissement et la maladie. Nos pertes comprennent non seulement les décès et les divorces, mais aussi la perte consciente et inconsciente de nos rêves romantiques, de nos attentes impossibles, de nos illusions de liberté et de pouvoir, de nos illusions de sécurité, la perte de notre jeune moi que l'on croyait sans rides, invulnérable et immortel. Les psychanalystes sous-estiment parfois l'impact des pertes. Il n'est pas rare de chercher auprès du patient un réconfort et une réassurance qui est compréhensible, mais qui inverse la relation. Et c'est un véritable problème éthique lorsque le patient devient le thérapeute de l'analyste. Permettez-moi également d'aborder brièvement le deuil des illusions perdues. Une désillusion, c'est comme tomber du monde. Ne plus ressentir de base existentielle solide, ce qui s'accompagne d'un profond sentiment d'absence de fondement. La crise de la perte des illusions fondatrices est la caractéristique du traumatisme. La perte soudaine des illusions qui les soutiennent désoriente les gens, le maintien n'est plus là, le monde se fissure pour révéler un manque fondamental de cohérence. Face à l'avenir, nous nous interrogeons avec anxiété, où allons-nous atterrir? Est-ce que ce sera toujours comme ça? Ce à quoi nous avons cru fermement s'avère faux. Le deuil de l'effondrement des illusions est un thème typique de notre travail. Nos patients ne peuvent en parler que s'ils peuvent maintenir l'illusion que nous sommes invulnérables. La psychanalyse en tant que profession est également confrontée à des désillusions douloureuses qu'elle doit supporter, traiter et surmonter. Par exemple, il y a des analyses qui échouent. Cela peut être lié à une surestimation d'un analyste basée sur des fantasmes de sauveur. Cela peut aussi signifier que la demande du patient et la dynamique de sa personnalité n'ont pas été correctement évaluées. Jusqu'aux années 70, la psychanalyse était dans l'ivresse d'être au centre de la psychiatrie et de la psychothérapie. Nous avons douloureusement abandonné cette illusion de centralité. La réalité actuelle est que la psychanalyse a beaucoup perdu dans le débat scientifique multidisciplinaire et à l'université. On dit souvent aux médecins assistants en psychiatrie que la psychanalyse pourrait nuire à leur carrière professionnelle. Mais il est frappant et plein d'espoir de constater que les psychanalystes restent enthousiastes, vitaux et actifs jusqu'à un âge avancé. Les patients demandent de plus en plus une thérapie psychanalytique avec un analyste après plusieurs expériences décevantes avec des thérapies brèves, alors qu'ils ont du mal à trouver un psychanalyste qui ait une place à court terme. Une autre désillusion est liée à des objectifs irréalistes concernant ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. L'illusion et la désillusion sont des concepts centraux de la psychanalyse. Une illusion est une image que nous croyons correspondre à la réalité ou que nous aimerions voir se réaliser. Les illusions, comme les espoirs, sont plus appropriées pour la jeunesse. En vieillissant, il n'est pas rare d'être confronté à des désillusions et de déplorer la perte des désirs qui ne sont pas encore accomplis. La désillusion et le désenchantement sont des thèmes universels, propres à l'existence humaine
est liée à des expériences de perte de fantasmes omnipotents. Les psychanalystes peuvent être affaiblis dans leur rôle professionnel par la maladie ou par des événements bouleversants de la vie, ce qui les rend incapables d'offrir aux patients le soutien et la réceptivité nécessaires. Par exemple, un suicide d'un patient est un événement extrêmement douloureux pour un psychanalyste. À notre époque, il est à craindre que la famille n'engage une procédure judiciaire parce qu'elle pense à la possibilité d'une erreur et veut engager la responsabilité civile de l'analyste pour obtenir un dédommagement financier. Ceci est extrêmement stressant. En outre, l'analyste est également confronté aux désillusions spécifiques qu'entraîne son travail. Le thérapeute peut être bloqué dans ses identifications à certains patients et à leurs objets internes. Avec les patients psychotiques et à limite, il est parfois difficile de trouver le juste équilibre entre être terrorisé, nous sommes alors trop proches d'une part, et ressentir la pitié d'autre part. Nous sommes alors trop détachés. L'analyste de Londres, John Steiner, défend un point de vue ironique. Selon lui, au cours de notre travail thérapeutique, nous alternons constamment entre la participation et l'observation du drame des autres, tout en vivant notre propre drame. Une vision ironique implique que nous apprécions les deux côtés du conflit entre la réalité et l'illusion, que nous pouvons occuper les deux points de vue simultanément. Nous sympathisons, nous réfléchissons, nous voulons connaître la vérité et nous acceptons les illusions auxquelles le patient s'accroche tout comme nous. Une position ironique présuppose des défenses suffisamment mûres. Cependant, l'ironie peut aussi se transformer en cynisme. Souvent, la désillusion à l'égard du traitement est liée à des fantasmes de sauveur ou à des fantasmes selon lesquels la psychanalyse est la voie royale et unique de l'épanouissement professionnel. Sur la base de ma propre expérience, je pense à un jeune psychiatre talentueux, doué pour l'analyse, qui a demandé 50 séances de thérapie, s'est tenu très précisément au nombre de séances convenues et a finalement choisi de ne pas poursuivre la psychanalyse. Je me suis senti déçu. Mais à y regarder de plus près, pourquoi se passionner pour le projet qui m'obsédait lorsque j'étais médecin assistant en formation? Le collègue concerné veut autre chose et je dois le respecter. Il n'est pas facile d'accepter que la génération suivante choisisse une autre voie. Les analystes qui ont beaucoup investi dans leur formation et leur développement professionnel sont très tentés de concevoir et d'élever des enfants analytiques. Cette illusion nous permet de rester jeunes. De même, il est exagéré de penser que le traitement psychanalytique immunise à la vie contre les souffrances psychologiques futures. Toutes les difficultés qui surgissent dans la vie ne sont pas des répétitions de dynamiques passées. L'analyse ne peut atténuer que dans une certaine mesure les désillusions douloureuses et inattendues que la vie apporte inévitablement. Mais elle peut conduire à une attitude plus courageuse qui aide à faire face à la réalité et à ne pas se laisser enchanter par les illusions. Dans son dernier livre, André Green décrit 12 cas cliniques d'analyse longue, certaines ayant duré plus de 20 ans, qui ont désillusionné à la fois l'analysant et l'analyste. Il s'agit souvent de personnes isolées socialement, avec des problèmes narcissiques, dont l'analyse est la seule relation significative. Parfois, ces patients n'avaient pas été reconnus dans leur individualité d'enfant parce qu'ils devaient remplacer un autre enfant décédé peu avant leur naissance.
Ou bien, il devait jouer un rôle thérapeutique auprès d'une mère psychotique, dépressive ou autodestructrice. Il y avait souvent un attachement masochistique à la mère et très peu de souvenirs d'une bonne relation avec elle. La situation se présente lorsque, parallèlement au processus thérapeutique, se met en place un processus de maladie progressive et non encore reconnu. Pensons à la schizophrénie, à la démence et à certaines addictions. Si quelqu'un ne va pas mieux malgré son traitement psychanalytique, il faut non seulement demander une supervision, mais aussi remettre en question notre diagnostic et vérifier s'il n'y a pas des influences physiques, psychiatriques ou sociales en jeu que la psychanalyse ne peut pas résoudre. La relation entre la psychanalyse et la nosologie est ambivalente, mais une réévaluation nosologique est nécessaire lorsque les processus analytiques stagnent ou conduisent à une régression. La situation de formation peut être à l'origine de désillusions. Un célèbre analyste en formation envoie un patient annoncé comme particulièrement doué, alors que le candidat à la formation sent qu'il ne pourra pas travailler avec le patient en question. Le candidat à la formation est alors confronté à un dilemme. Comment traiter quelqu'un avec qui ça ne marchera pas? Ose-t-il refuser le patient ou craint-il de mécontenter la commission d'enseignement? Le patient a le droit de désillusionner son analyste, ce qui est parfois nécessaire au cours du processus analytique. Par exemple, le patient fils d'un père qui l'a constamment rabaissé et humilié sera tenté de décevoir son analyste dans un transfert paternel. Il est également illusoire de penser qu'une bonne prise en charge sera récompensée par la gratitude et les progrès du patient. L'analyste est aussi humain et peut ressentir comme une perte profonde le départ de certains patients avec lesquels il avait une relation analytique intense et de longue durée. À cause de cette perte, il n'est pas immédiatement disponible pour un nouveau patient. Parfois, nous sous-estimons la force des patients très vulnérables et les gardons en traitement plus longtemps que nécessaire. Lorsque j'ai quitté l'hôpital, j'ai fait une exception pour quelques patients qui me semblaient très vulnérables et je leur ai assuré qu'ils pouvaient continuer à travailler dans mon cabinet privé. Cela leur a demandé plus d'efforts et à mon grand étonnement, ils m'ont lâché sans trop de difficultés et ils semblent aller bien. Il n'y a pas toujours une concordance entre les objectifs du patient et ceux de l'analyste. Par exemple, un chef d'entreprise ayant des problèmes récurrents avec ses employés peut venir en thérapie dans l'espoir de reconnaître sa position difficile vis-à-vis d'employés qu'il qualifie d'incompétents. Et le psychanalyste, quant à lui, cherche avant tout à explorer et à comprendre la problématique narcissique. Certains analystes caressent l'illusion qu'ils peuvent travailler jusqu'à un âge avancé et qu'ils s'améliorent avec l'âge. La maladie peut conduire le thérapeute à ne pas travailler correctement et à ne plus être en mesure d'évaluer ses propres capacités de manière réaliste et critique. Le patient peut en souffrir. Plus on est malade, moins on se sent responsable de ses patients. Parmi les signes de dysfonctionnement, citons l'endormissement, l'oubli ou l'annulation de rendez-vous, la discussion de sujets privés avec le patient ou les commentaires sur les collègues. Il existe un risque d'utiliser le patient pour satisfaire ses propres besoins narcissiques, ce qui entraîne des violations des limites. La maladie grave est souvent niée et, à l'inverse, on assiste à une inversion des rôles, le patient voulant s'occuper du thérapeute malade ou blessé, comme je l'ai illustré
dans une vignette clinique. Pour des raisons transférentielles, le patient ne peut pas faire face à la maladie de son analyste. Par loyauté ou par culpabilité, il n'ose pas abandonner son thérapeute, même lorsque la relation thérapeutique est terminée. Heureusement, ce problème a été intensément discuté dans les sociétés psychanalytiques au cours des dernières années. Il n'en reste pas moins que l'évaluation de l'aptitude à exercer se fait de manière plus rigoureuse en début de carrière alors qu'en fin de carrière. Il n'y a pas d'examen pour savoir si un analyste ou un thérapeute est toujours apte à exercer sa profession à moins que de graves violations des limites ne se produisent. La profession de psychanalyste devient de plus en plus une profession d'adulte tardif. La plupart des collègues qui se présentent à la formation psychanalytique ont déjà une longue carrière de psychiatre ou de psychothérapeute. Or, il arrive souvent qu'une personne attend trop longtemps pour se présenter à la formation analytique et regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Dans les pays occidentaux en particulier, les candidats se présentent trop tard à la formation psychanalytique, ce qui est regrettable car cela entraîne un vieillissement de la profession. Pour éviter les désillusions, il faut se demander qui peut bénéficier d'une psychanalyse et quels patients sont indiqués pour une psychanalyse. Il est souhaitable que l'analyste reconnaisse les patients qui peuvent créer des impasses. Mais s'ils contribuent aux désillusions, ces patients ont aussi droit à un traitement. Cependant, il est avantageux que l'analyste puisse prévoir dans une certaine mesure les développements auxquels on peut s'attendre. Il doit réfléchir aux objectifs, s'interroger sur l'évolution des patients et demander un second avis en cas d'impasse. Il ne s'agit pas toujours d'un transfert négatif. Le message principal reste que le travail psychanalytique est inconcevable sans désillusion. La méthode psychanalytique remet en question nos illusions, ce qui fait mal. Une douleur contre laquelle nos patients se défendent en nous désillusionnant. Je vous remercie pour votre attention.